Alors, sans plus tarder, on va commencer avec la présentation d'ouverture d'Aude Motulski. Pour faire un court résumé, Aude est professeure adjointe au département de gestion, évaluation et politique de santé de l'École de santé publique de l'Université de Montréal et chercheure au carrefour de l'innovation et de l'évaluation en santé au Centre de recherche du CHUM. Elle dirige le laboratoire sur les transformations numériques en santé et est co-responsable de l'axe santé durable de l'Observatoire sur les impacts sociétaux du numérique et de l'intelligence artificielle. Ses travaux de recherche portent principalement sur le dossier numérique et les fonctionnalités qui y sont liées. Aude est éditrice pour le journal BMC Medical Informatics and Decision Making et membre du comité d'excellence clinique de l'INSSS. Elle détient un PhD en santé publique et a effectué un stage postdoctoral au groupe de recherche en informatique de la santé de l'Université McGill. Et donc, pour ce soir, Aude nous présente la recherche en santé numérique, comment et pourquoi. Donc, à toi la parole. Merci beaucoup. Vous m'entendez, vous me voyez? Parfait. Merci à tous d'être ici. Merci de l'invitation. Donc, je vais vous faire un sprint express de la recherche en santé numérique au Lab TNS, donc sur les transformations numériques en santé. Ce n'est qu'un bref coup d'œil de ce à quoi peut ressembler la recherche en santé numérique, mais j'espère que ça va vous donner envie d'en apprendre plus. Donc, je vais faire mon professeur pour commencer et je vais vous définir qu'est-ce que la santé numérique. Il y a énormément de définitions et c'est extrêmement complexe, la santé numérique, parce qu'en fait, c'est un champ en émergence et à l'intersection de plusieurs disciplines qui font intervenir autant les sciences de la santé, donc les professionnels de la santé, pour bien comprendre les aspects socio-comportementaux, mais aussi les aspects cliniques et les processus. Les sciences et technologies de l'information pour le côté technique, la conception, et les sciences comportementales et sociales pour tout ce qui est les aspects socio-techniques, les facteurs humains liés à l'utilisation et l'implantation. Donc, la santé numérique est un champ extrêmement vaste qui fait intervenir de très nombreuses technologies de l'information. Ici, je vous donne encore une fois un éventail de ce que ça peut contenir. D'un côté, on va avoir l'informatisation clinique, donc qui concerne les outils pour soutenir les professionnels et les établissements de santé, par exemple le dossier informatisé ou la télésanté. On a aussi la santé mobile, l'usage des applications, et ça peut aller jusqu'aux objets connectés, que ce soit les dispositifs médicaux que les objets à la maison, la balance et le frigidaire connecté. Donc, c'est un écosystème extrêmement vaste et qui bouge très rapidement. Et donc, l'ensemble de ces outils va générer de la donnée, des données massives qui, on va parler de sciences des données en santé lorsqu'on s'intéresse aux outils, aux modèles, à l'ensemble des outils qui peuvent nous aider à faire parler et donner du sens à l'ensemble de ces données qui sont générées à une vitesse exponentielle par notre usage de tous ces outils. Donc, la recherche en santé numérique, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Il y a le côté technique, et ce n'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vraiment vous parler de ce qu'on s'intéresse chez nous au niveau de la transformation numérique du système de santé. Donc, comme la santé numérique induit plusieurs perturbations dans l'écosystème de la santé, on s'intéresse à décrire et comprendre ces perturbations pour bien éclairer les enjeux que ça génère, en particulier du point de vue du système de santé universel, qui est le système dont on s'est doté au Québec, et contribuer aux pistes de solutions pour atténuer les conséquences indésirables de certains de ces enjeux. Je vous donne un exemple. Donc, les technologies de l'information, qu'est-ce que ça change? Ça change énormément de choses. Je vous donne l'exemple pour les patients, qu'est-ce que ça change? Ça peut changer la façon dont les patients peuvent avoir accès à l'expertise. Comme patient, maintenant, on a tous un téléphone et on s'attend à avoir accès à de l'information comme on est capable d'accéder à toutes sortes d'autres services avec notre téléphone. Et donc, ça enlève la barrière qu'il peut y avoir entre le patient et l'expertise professionnelle en lui donnant accès à toutes sortes d'outils directement sans avoir à passer par des intermédiaires quand on n'a pas la technologie en arrière. Donc, par exemple, ADA, est un outil qui permet à un patient d'entrer ses symptômes et d'avoir une suggestion sur la conduite à tenir en fonction du risque de différents diagnostics. Donc, c'est extrêmement controversé. Les développements au niveau de l'analyse de qualité des recommandations sont encore en cours, mais n'empêche que la technologie existe et est disponible tout de suite pour l'utiliser.
Donc, ça change quoi aussi pour les patients? Ça change comment ils peuvent interagir avec les cliniciens. J'ai plus besoin de vous dire maintenant en pandémie que la santé à distance et pouvoir avoir accès à un clinicien sans avoir à se déplacer, c'est absolument essentiel. Sauf qu'on a aussi plusieurs compagnies qui offrent des services directement sous on doit payer pour avoir accès aux services. Et donc, on a des modèles qui se développent qui sont un peu en parallèle du système traditionnel de santé où est-ce qu'on est inscrit auprès de son médecin de famille. Donc, il y a toutes sortes de portes qui s'ouvrent au moyen des technologies de l'information. Donc, à quoi ça peut ressembler? Je vous donne un exemple qui se passe aux États-Unis, mais qui nous donne un peu une idée de comment le paysage est en train de changer. Donc, on a la compagnie Amazon qui a le robot conversationnel Alexa, qui a développé avec la Mayo Clinic aux États-Unis une intelligence artificielle qui nous permet de savoir quoi faire quand on se blesse. Alors, si on se fait mal, on dit « Ah, je me suis fait mal ». Alexa va nous répondre « Qu'est-ce qui est arrivé ?» On va dire « Je me suis brûlé ». Alexa va appliquer alors les protocoles de soins de première ligne de la Mayo Clinic pour nous orienter sur la conduite à tenir selon le type de brûlure pour éventuellement nous orienter vers la consultation d'un professionnel. Alors, tout ça s'est passé sans qu'on bouge de chez nous et sans qu'on compose le 811, par exemple. Ensuite, on pourrait nous envoyer et dire, allez dans un grand magasin que je ne nommerai pas, vous avez besoin de prendre vos signes vitaux et là-bas, on va avoir une machine qui va prendre les signes vitaux, qui peut même faire des photos, qui peut transmettre les photos à distance à un professionnel de la santé, qui pourrait être dans un endroit, pas nécessairement dans un bureau, qui pourrait être à la maison ou ailleurs, et recevoir les signes et en faire une analyse. Ça, c'est tous des services qui existent à l'heure actuelle. Et finalement, Amazon, encore lui, qui a acheté la compagnie PillPack, peut ensuite faire l'emballage, la distribution de l'ordonnance. Je ne vous ai pas dit que la petite machine ici peut imprimer une ordonnance qu'elle vous remet. Et Amazon PillPack peut vous envoyer directement à la maison les médicaments emballés pour votre prise quotidienne pour prendre en charge votre problème de santé. Si on ajoute l'intelligence artificielle, vous voyez ici Pilo, qui est un petit robot très mignon, qui, lui, en plus, peut vous distribuer vos pilules et faire une analyse au moyen d'une application de votre adhésion aux médicaments, vous posez des questions, savoir comment ça va, puis vous pouvez rentrer différents paramètres dans l'outil. Donc, ça vous donne une idée de vers où tout ça pourrait s'en aller. Ce sont tous des produits qui existent à l'heure actuelle. Donc, la santé numérique, il y a beaucoup de perturbations, il y a énormément de potentiel dont je n'ai pas pris le temps de vous parler en détail parce que je veux prendre le temps de parler du revers de la médaille dont on parle moins souvent, c'est-à-dire les risques qui sont associés à plusieurs de ces technologies. Par exemple, c'est une page couverture de The Economist il y a déjà 2 ans, si je me souviens bien, qui présentait la donnée comme le nouveau pétrole. Pourquoi la donnée comme le nouveau pétrole? Parce que la donnée vaut extrêmement cher de plusieurs points de vue et parce que les données sont la base du développement des outils d'intelligence artificielle, parce qu'avec les données, on peut comprendre et on peut... non, je vais passer sur ce commentaire-ci. Mais les données sont sensibles et elles peuvent être utilisées à des fins malveillantes et on a plusieurs exemples récents dans l'actualité de ce que ça peut vouloir dire. Par exemple, une équipe de chercheurs, pour vous donner une idée des usages qui ne sont pas nécessairement malveillants, mais qui posent quand même certains questionnements. Ici, vous avez une équipe de chercheurs en 2019 qui a analysé le trafic des données des applications qu'on utilise. Je reviens avec ADA, mais plusieurs applications que les professionnels utilisent ou que les patients utilisent en entrant leurs données très personnelles, incluant où est-ce qu'ils sont, parce que nos téléphones en général savent où nous sommes. Et ce qu'ils ont constaté en analysant 19 applications, c'est que 79 des applications transmettent des données à l'extérieur et en moyenne à une cinquantaine de compagnies extérieures qui, eux, ensuite retransmettent ces données à un autre niveau de compagnie. Donc, toutes ces données sortent de nos téléphones et ce sont des données extrêmement sensibles là, sur les médicaments qu'on prend, les symptômes qu'on peut ressentir, etc. Donc, 2 exemples de ce qu'on fait comme recherche en santé numérique au Lab TNS. On a tout le potentiel, mais il y a plusieurs questions. La valeur ajoutée, est-ce que ça vaut la peine d'investir, considérant qu'on a des ressources limitées, évidemment, comme société, dans les outils numériques par rapport à d'autres types d'interventions? Est-ce que tous les patients ont les mêmes chances d'accéder et d'utiliser les outils? Est-ce que les retombées de ces outils-là profitent à tout le monde ou est-ce que la donnée qu'on génère va servir à des fins spécifiques? Donc, par exemple, ça peut vouloir dire travailler au niveau méthodologique sur les méthodes pour évaluer les outils numériques
et leur valeur ajoutée, définir ça veut dire quoi la valeur ajoutée et comment on porte un jugement sur la valeur ajoutée. Et ça peut aussi vouloir dire analyser les politiques publiques pour mieux comprendre comment mobiliser le potentiel des technologies et en gérer les risques d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue individuel, autant pour les patients que pour les professionnels de la santé. Donc, si je vous ai donné envie d'en savoir plus, vous pouvez aller voir mon site Internet, LabTNS. Ici, vous avez plusieurs liens pour rester connecté avec l'actualité de santé numérique au Québec, au Canada et à travers le monde. Et on lance à l'Université de Montréal un nouveau programme, en fait 2 nouveaux programmes en santé numérique et le microprogramme en mégadonnées qui existe déjà. Vous avez les liens pour en apprendre plus. Et donc, je suis disponible pour répondre à vos questions et entendre vos réactions. Merci beaucoup pour la présentation, Aude. Quel vaste domaine. Donc, je rappelle pour les questions, ça va être dans la section Q&A, juste au bas de l'écran. Donc, est-ce qu'on a des questions qui se manifestent? Jusqu'à présent, on n'a pas de questions, Célia, mais pas trop tard pour en poser une. Sinon, on va en avoir pour Mme Motuski. Donc, sur la question de l'aspect économique, évidemment que l'aspect économique doit être considéré. Je ne suis pas économiste, mais j'en connais assez sur l'analyse économique pour vous dire que c'est extrêmement compliqué de faire une analyse qui tient compte des coûts. Mais clairement, il doit y avoir ce type d'analyse et c'est ce qui est difficile. La technologie est effectivement dispendieuse, mais c'est très difficile d'avoir accès aux coûts de manière détaillée. Je ne sais pas si ça répond à la question. Et on a une personne qui nous demande si vous pourriez vous exprimer un peu plus davantage sur les risques et les bénéfices de votre projet. Bien, les bénéfices, j'en parle vraiment souvent. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je passe assez rapidement. Mais les bénéfices sont très, très importants au niveau de l'optimisation des processus. On a vu avec la COVID comme on était extrêmement en retard, comme certains processus pouvaient être très longs quand on n'est pas informatisé. Puis ici, je pense par exemple au dépistage. Entre le moment où on devait appeler pour prendre rendez-vous, au lieu d'avoir accès à un outil numérique pour prendre rendez-vous en ligne, il y avait des temps d'attente très, très longs sur la ligne téléphonique au départ. Il y avait des 5 heures d'attente parfois pour prendre un rendez-vous pour un test COVID. Ensuite, il fallait rentrer les informations manuellement. Le système d'information de laboratoire qui est informatisé envoyait la donnée par fax à la santé publique. Là, la santé publique devait rentrer l'information manuellement dans un autre système. Donc, il y avait énormément de goulot d'étranglement. Ça pouvait prendre 2 semaines entre le moment où vous aviez pris votre rendez-vous puis avoir votre résultat, même dans des cas positifs. Alors, je ne veux pas dire que c'est une des explications à pourquoi on a eu plus de difficultés au début de la pandémie au Québec, mais ça n'a certainement pas aidé à améliorer notre capacité à contraindre les éclosions avec autant de délais. Alors, l'informatisation permet d'accélérer certains processus. Je n'ai pas besoin de vous convaincre que le fax n'est pas la technologie la plus efficace. Ça, c'est un des bénéfices très certains. Et l'autre, c'est notre capacité à faire de la surveillance en vie réelle, en temps réel, autant pour l'amélioration des pratiques, porter un jugement en vie réelle sur la valeur ajoutée réelle des interventions. Et c'est clair que pour moi, le vaccin AstraZeneca et tous les autres vaccins en ce moment est un des exemples patents de ça. Les décisions que prennent les agences canadiennes en ce moment sont basées sur des données de l'Europe et sur des données du Royaume-Uni. Pourquoi? Parce qu'au Québec, au Canada, on n'a pas de système de surveillance actif parce qu'on n'a pas de dossier informatique dans lequel les informations se trouvent qu'on pourrait extirper et en temps réel porter un jugement. On a des délais extrêmement longs. On a des 3 à 6 mois entre le moment où l'intervention est effectuée, si vous avez une thrombose et que vous allez à l'hôpital, et le moment où cette information va devenir disponible de manière informatique dans les bases de données administratives. Et ici, on fonctionne avec la déclaration. Donc, comme patient, si vous avez un effet, vous devez la déclarer ou les professionnels à l'hôpital doivent déclarer. Mais donc, c'est des mécanismes qui peuvent être améliorés. Ça, c'est sur le côté bénéfice. Je m'excuse, je constate que vous ne voyez pas nécessairement la question. Mais donc, il y a des très, très, très nombreux bénéfices. Les risques, premièrement, c'est que c'est très coûteux. Alors, c'est un risque, si on peut dire, au niveau de l'équité, parce que toutes les ressources qu'on met là, on ne peut pas les mettre ailleurs. Les risques de manipulation et de stigmatisation sont importants avec ce qu'on voit en ce moment, avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux, puis comment ça génère toutes sortes de désinformation, toutes sortes de
mouvements parfois haineux, il y a lieu de se questionner sur qu'est-ce qui va arriver quand ça va être nos données extrêmement personnelles et sensibles qui vont se ramasser à pouvoir circuler dans cet univers-là. Ça pose des enjeux très importants. Puis, je vois qu'il y a des gens autour de la table qui auraient ce qu'il faut pour en discuter. Donc, voilà. Pour la question du développement chez LabTNS, non, on ne fait aucun développement chez nous. Par contre, on développe des ressources terminio-ontologiques pour soutenir l'interopérabilité, mais pas des outils. Puis la question du fameux fax, non, il ne sera pas éliminé bientôt. Je ne sais pas si vous avez vu que l'Ontario a décidé de bannir le fax complètement de ses organisations publiques. Ça exclut le domaine de la santé. La Nouvelle-Zélande avait décidé de bannir complètement les fax du domaine de la santé. Ils ont donné l'avertissement pendant 2 ans à l'avance et finalement, ils ont backé à la dernière minute. C'était impossible. Donc, non, on n'est pas proche de voir la fin du fax, je suis désolée.